Et l'idée de Vincent Payon, ça a été de se dire, on va profiter et qu'on crée 60 000 postes pour les mettre non seulement dans le primaire, mais en plus pour ne pas simplement les ajouter aux autres et lisser l'ensemble des moyens sur tout le territoire, mais pour encourager le développement de nouvelles pratiques. Donc ce seront des enseignants surnuméraires qui seront rajoutés dans les écoles. Et comme ça, dans chaque école, il y aura un enseignant, ou deux, ou un demi, enfin selon les moyens de l'école, qui sera là en plus et qui pourra contribuer à dédoubler des classes dans certaines circonstances, à co-intervenir pour faire du co-enseignement avec deux enseignants dans la classe pour donner un coup de main aux collègues. Et ça va encourager justement les enseignants à prendre des initiatives, à se dire qu'est-ce qu'on fait de ce collègue qui nous arrive, et il faut bien là imaginer des choses. Donc le dispositif plus de maîtres que de classe était une forme d'encouragement à l'initiative des enseignants. Bon, Jean-Michel Blanquer, en fait, a supprimé ce système et a utilisé les moyens de ce dispositif pour dédoubler les classes de CP et de CE1 dans l'éducation prioritaire. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Là, on n'est pas là pour en juger, en tout cas pour les enseignants qui en ont profité, beaucoup ont apprécié la différence, même si ça fait assez peu de monde au bout du compte, mais l'idée, c'est que on a retiré, en fait, une occasion de donner de l'autonomie et de l'initiative aux enseignants, qui était ce dispositif plus de maîtres que de classes. Et on a uniformisé, en fait, le dispositif. Peut-être que certaines écoles avaient déjà imaginé de dédoubler les classes de CP, maintenant on a dit c'est comme ça dans toutes les écoles. Bon, enfin toutes les écoles de l'éducation prioritaire, seulement. Et d'abord, surtout des REP+, en fait. Bon, ça c'est un exemple. Il y aura un autre exemple de la politique de Jean-Michel Blanquer, c'est le développement de l'évaluation. Alors, c'est une tendance lourde, hein. Jean-Michel Blanquer n'est pas le premier, mais enfin Jean-Michel Blanquer, ça fait longtemps qu'il joue un rôle important dans l'éducation nationale. On développe l'évaluation, et maintenant on a même mis en place des évaluations de CP, où on évalue les élèves après quelques semaines de classe en CP. Et ces évaluations sont des évaluations nationales qui sont normalisées, qui sont les mêmes pour tous. Alors, les évaluations sont évidemment un outil utile pour l'enseignant, pour savoir où en est l'élève. Alors maintenant, il y a aussi les tests de positionnement en classe de seconde. Enfin voilà, on a multiplié les évaluations. Jean-Michel Blanquer aime beaucoup ça, et il n'est pas le premier, hein. C'est pas lui qui a inventé cette tendance-là. Il suit au fond une tendance qui existait déjà, mais des évaluations normalisées et qui sont centralisées au niveau national. Alors il y a de plus en plus d'enseignants qui disent qu'en fait, par ces évaluations, on veut un peu les surveiller, on veut un peu les contrôler, on veut savoir ce qu'ils font. Et c'est vrai que les évaluations sont un bon moyen pour le ministère de savoir ce qui se passe sur le terrain. Tout ça, l'idée de développer des évaluations nationales, ça n'encourage pas non plus beaucoup l'initiative. Parce que si on sait qu'on aura une évaluation à tel moment de l'année, on sait qu'il faudra qu'on soit à tel point du programme. Donc on va essayer d'avancer tous exactement au même rythme. Alors que les programmes, normalement, sont censés laisser une latitude d'action à l'enseignant. Et donc ça encourage à suivre le programme à la lettre et à ne pas prendre d'initiative. Juste un exemple, hein, la réforme du bac qui rentre en vigueur pour le bac 2021. Bon, elle a commencé l'année dernière en classe de première, en 2019-2020, avec la mise en place des E3C. Les E3C, ce sont les évaluations communes en cours de scolarité. Non, c'est pas ça. E3C. Alors, évaluation commune de contrôle continu, c'est ça. Évaluation commune de contrôle continu. En fait, certaines disciplines, notamment l'histoire et la géographie, sont évaluées dorénavant non plus par une épreuve finale à la fin de la classe de terminale, mais par trois étapes, ce qu'on appelle les E3C. Donc la première, c'est à la mi-janvier, en classe de première, dans la deuxième moitié de janvier, en classe de première. Il y a des évaluations, c'est les mêmes pour tout le monde dans l'établissement. Par conséquent, il faut absolument qu'arrivé en milieu de première, les élèves aient fait une partie du programme qui soit la même dans tout l'établissement, dans toutes les classes de l'établissement, parce que les sujets sont décidés à l'échelle de l'établissement. Ça, c'est obligatoire, hein. C'est le chef d'établissement qui choisit les sujets. Bon, en fait, c'est les enseignants qui disent au chef d'établissement, choisissez celui-là, mais ça sera le même pour tout le lycée. En fait, c'est une sorte de bac blanc.
Il faut absolument qu'on soit tous au même point du programme. Eh bien, moi, je vous dis, dans mon lycée, le premier effet des E3C, ça a été de supprimer les voyages scolaires. Puisque les voyages scolaires, traditionnellement, bon, d'un lycée à l'autre, ça change, mais on les faisait en première. C'était plus pratique pour plein de raisons. Bon, ça peut-être que ça changera, mais enfin, on les faisait en première, et soit au début, soit à la fin de l'année de première, peu importe, mais l'idée que désormais il y aura les E3C à la mi-janvier, eh ben, ça a fait peur à tout le monde. On s'est dit, eh, mais attention, il faut qu'on soit sûr d'être vraiment bien au point sur les programmes, donc on ne peut pas se permettre de banaliser quelques journées, quelques semaines pour un voyage scolaire, parce qu'il n'y a pas que le voyage, il y a aussi la préparation, l'exploitation du voyage. Enfin, ça s'inscrit dans un projet pédagogique, donc on va éviter de faire des projets originaux d'une manière générale, parce que on a peur de ne pas être au point pour les E3C. Les E3C, il y a une méthode très précise, il faut que les élèves maîtrisent telle méthode, qu'ils maîtrisent aussi telle connaissance, et donc il faut qu'ils soient arrivés à un certain point de maîtrise au mois de janvier. Par conséquent, ça crée une étape dans l'année, une étape extrêmement solide à laquelle il faut se conformer. Donc voilà, le développement de l'évaluation, ça fait partie de ce qui a contribué à normaliser, à uniformiser les choses. De même, ce qui uniformise, ce sont les programmes extrêmement détaillés. Alors c'est une tradition française, mais là, les nouveaux programmes de Jean-Michel Blanquer sont encore plus précis et encore plus détaillés que les autres. Pour vous donner un exemple, en histoire en seconde, dans toutes les classes de lycée, en fait, il y a ce qu'on appelle des points de passage et d'ouverture. Ça, voilà, en histoire, c'est ça. En géographie, on appelle ça des études de cas. Et les points de passage et d'ouverture, ce sont des points qu'il faut absolument étudier pendant l'année. Et c'est assez difficile, en fait, de passer moins d'une heure sur un point de passage et d'ouverture parce qu'il y a forcément un contexte à fixer. Bon. Et ces points de passage et d'ouverture, vous en avez 27 sur l'année de seconde. 27, c'est-à-dire à peu près 3 par chapitre, il y a 9 chapitres. Bon, voilà. Donc ça fait à peu près 27, ça fait 27 points de passage et d'ouverture sur l'année. Et si vous consacrez 1 heure à chaque, ça vous fait 27 heures. Or, vous êtes censé avoir à peu près 48 heures pour faire de l'histoire sur l'année. Bon, en fait, entre les jours où il y a de la neige, les jours où il y a une grève, les jours où le professeur est malade, et les jours où les élèves sont absents pour un oui ou pour un non, et les jours où vous organisez un devoir ou autre, enfin bref, ça vous fait, votre année elle est faite, quoi. 27 heures déjà affectées sur 48 heures sur lesquelles vous en enlevez quelques-unes, bon, ça vous fait presque une année prévue précisément, heure par heure. Voilà. Donc les nouveaux programmes du lycée sont extrêmement détaillés, et pas seulement ceux du lycée. On en est même arrivé dans l'élémentaire à la publication de brochures qui expliquent certaines pratiques pédagogiques. Comment apprendre à écrire à un élève, comment lui apprendre à lire. Et là, on a des brochures prévues pour les enseignants de CP, et des brochures qui expliquent les bonnes méthodes. Bon, pourquoi pas, c'est évidemment une bonne chose que les enseignants aient des brochures qui leur expliquent un peu comment il faut faire, sauf que ce sont des brochures qui présentent une méthode dans une dimension extrêmement technique et qui est signée par le ministre. Et ça, c'est du jamais vu. Jules Ferry, Guizot n'avaient jamais fait ça. Guizot avait créé les inspecteurs et les écoles normales. Jules Ferry avait créé les écoles normales supérieures. Il avait fait aussi des circulaires. Mais de là à faire des brochures signées par le ministre qui expliquent comment l'élève doit tenir son crayon, ça ne s'était jamais vu. Là, il y a une dimension qui est quand même extrêmement directive, de même que l'initiative qui commence là, cette année en 2020 de labellisation des manuels scolaires. Il y a dans le primaire un certain nombre de manuels scolaires qui reçoivent le label du ministre, du ministère, qui donc peut dire, eh bien ça, la méthode proposée dans ce livre est une méthode conforme à ce que veut le ministre. Donc le ministère valide ce manuel scolaire. En revanche, celui-là, non, n'est pas validé par le ministère. Vous pouvez le prendre si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. On peut penser que quand l'inspecteur passera, il ne sera pas content. Et surtout, comme l'inspecteur, vous ne le voyez jamais, vous pouvez fantasmer tout ce que vous voulez sur les problèmes que l'inspecteur vous causera. Donc, la labellisation des manuels scolaires, c'est aussi un exemple d'uniformisation et de directivité. Et là, on est dans les dimensions, dans les aspects uniquement pédagogiques, mais on pourrait ajouter des choses
dans la loi de Jean-Michel Blanquer. Il avait dit, quand il est devenu ministre, qu'il ne ferait pas de loi, justement parce qu'il voulait éviter une trop grande directivité. Bon, en fait, il a fait une loi pour l'école de la confiance. Bon, et dans cette loi pour l'école de la confiance, c'est comme ça qu'elle s'appelle, dans l'article 1er, on parle du devoir d'exemplarité des enseignants. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le rapporteur de la loi avait expliqué à l'Assemblée nationale que le devoir d'exemplarité des enseignants, c'était un moyen de lutter contre le dénigrement de l'institution scolaire par les enseignants sur les réseaux sociaux. Sous-entendu, des enseignants qui disent du mal de l'école française sur les réseaux sociaux, eh bien, on pourra peut-être les sanctionner avec cela. Alors, ça a fait un tollé, les syndicats ont protesté, alors le ministère a dit non, non, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de cela. Bon, il n'empêche que on se pose la question si les enseignants doivent être exemplaires dans leur attitude, dans leur tenue, même leur tenue vestimentaire. Il y a eu des amendements qui finalement ont été rejetés, mais l'examen de la loi pour l'école de la confiance à l'Assemblée a été l'occasion d'une multiplication d'initiatives pour encadrer de façon plus serrée les enseignants. Alors beaucoup ont été rejetés quand même quand ça devenait trop caricatural, notamment le port de l'uniforme, des choses comme ça. Encore une fois, ça doit relever d'une école. Si une école veut que les élèves portent l'uniforme, pourquoi pas? Ça s'est fait dans certaines villes, comme à Provins par exemple, en région parisienne. Bon, le maire a proposé et les parents d'élèves ont accepté l'idée qu'il y ait un uniforme. Mais ça, je pense que c'est pareil, ça relève d'une initiative. L'idée de mettre ça dans la loi peut poser problème. Donc effectivement, ça a été rejeté, cet amendement. Mais des amendements ont été acceptés, comme par exemple le fait d'afficher les paroles de la Marseillaise et la carte de la France et des départements et territoires d'outre-mer, enfin les DROM, TOM, POM, pays d'outre-mer, territoires d'outre-mer, départements et régions d'outre-mer, d'afficher cette carte dans toutes les salles de classe. Pourquoi pas? Bon, est-ce que vraiment il fallait mettre ça dans une loi? En tout cas, qu'il faille ou pas le faire, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est une réaffirmation de la directivité, de la très grande directivité de l'État. Donc voilà, tout ça pour dire que ce slogan de l'école de la confiance est surtout un slogan. Et que dans les faits, en fait, on assiste à une réaffirmation de la directivité de l'État. Alors, n'en restons pas là. Reconnaissons tout de même qu'il y a eu des tentatives d'assouplissement de la forme scolaire. Puisque cette forme scolaire apparemment est de plus en plus rigide, je vais vous montrer que non, pas tant que ça. On va voir le verre à moitié plein maintenant, puisqu'on a vu le verre à moitié vide en disant les enseignants n'ont aucune initiative. Non, non. On a assoupli les choses et on a laissé un peu de liberté aux enseignants. En fait, si on regarde sur le long terme, on se rend compte que certes, il y a des structures, il y a une directivité qui est extrêmement structurelle, qui est vraiment dans les structures de l'école française et qui peut être réaffirmée à certains moments, comme avec Jean-Michel Blanquer. Mais cette extrême directivité, beaucoup de ministres et beaucoup d'administrateurs et beaucoup d'inspecteurs et beaucoup de chefs d'établissement ont consacré énormément d'efforts pour réduire cette directivité. Et il y a des efforts continus dans l'histoire de l'école française, des efforts continus pour assouplir la forme scolaire. Et alors, de quelle façon? Eh bien, en initiant de nouvelles façons de travailler. Là, c'est pas en imposant. Si on veut être moins directif, on va pas dire tiens, vous allez devoir travailler comme ci, comme ça maintenant. Non, ça n'a pas de sens. Mais donc on n'impose pas de nouvelles façons de travailler, mais on les initie. Le verbe initier ici a le sens on suscite, si vous préférez, de nouvelles façons de travailler. L'idée, c'est de dire qu'on lance des idées, on encourage, on crée les conditions pour que les acteurs s'approprient leur autonomie, pour que les enseignants prennent des initiatives. On crée un cadre dans lequel les enseignants pourront prendre des initiatives. Alors, l'idée, c'est que les enseignants, justement, trouvent des modalités de prise en charge des élèves qui soient adaptées à la diversité du public. Des modalités de prise en charge des élèves qui soient adaptées au nouveau public, qui soient adaptées aux nouvelles conditions dans lesquelles on enseigne, et puis aux nouvelles attentes que la société a vis-à-vis de son école. Donc je vous renvoie là-dessus à ce qu'on a dit dans une précédente séance
sur la nécessité de transformer l'école. Eh bien, pour ça, il faut que les enseignants prennent des initiatives, et on a créé pour ça un certain nombre de conditions. On a pris un certain nombre d'initiatives qui montrent qu'il y a un effort continu de l'institution pour aller dans ce sens.